Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci, Marie-Laure, et à toute votre équipe de m'avoir conviée, de m'avoir sollicité. Maintenant, il y a plus de 3 ans. Et cette sollicitation remonte à une rencontre lors d'un comité de spécialistes pour le recrutement d'un maître de conférence à l'université de Montpellier. Et j'ai souvenir d'échanges qui avaient été très, très riches pour moi et d'une très belle rencontre. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre sollicitation et une grande pression, et une pression qui n'a fait qu'augmenter là, pendant ces dernières minutes. Et cet hommage, c'est si beau. Ces magnifiques hommages rendus à Brigitte Cosner et à Marie-France Bishop que j'admire pareillement les travaux de Marie-France m'ont porté ils me portent et nourrissent mes apports et ma réflexion en didactique du français, notamment sur les questions d'apprentissage de la lecture, mais aussi son écrit Racontez vos vacances, histoire des écritures de soi à l'école primaire. Un texte sur lequel je m'appuie particulièrement. Et les travaux de Brigitte Cosnar et puis ces gestes d'écoute qui ont été mis en relief dans vos hommages sont aussi des gestes que j'avais pu identifier dans ces travaux. Donc vraiment, j'éprouve une grande pression, mais surtout un plaisir à venir partager une réflexion avec vous sur la question des gestes professionnels de l'enseignant, de la formation. Donc partager la réflexion qui est la mienne, que j'ai construite avec des auteurs. À partir d'auteurs et puis à l'épreuve de terrain professionnel, de terrain d'enseignement et de formation. Comme le disait Marie-Laure, je regrette vivement que cet échange ne puisse avoir lieu en présentiel, mais c'est avec plaisir que je suis avec vous grâce à la distance et bravo à votre équipe pour avoir organisé cette journée à distance. Et puis pour la qualité éthique qu'on entend dans tous vos partages. Est-ce que mon diaporama est partagé? Non, je vais... Voilà. Vous pouvez utiliser le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir avec moi. Je ferai une pause pour pouvoir répondre au cours de mon propos à vos questions. N'hésitez pas, des questions de clarification, des commentaires, des liens avec vos expériences, des, euh, des témoignages en écho, des témoignages contrastés. Donc, n'hésitez pas à interagir et également à l'oral si vous le souhaitez. Donc, je suis Hélène Crocet-Spinelli. Je m'intéresse, comme vous l'a présenté Marie-Laure, sur la question des gestes professionnels. J'ai commencé par étudier les gestes professionnels d'accompagnement de la lecture littéraire des élèves et du fait de recrutement d'abord à l'université de Caen, puis après à l'université Lyon 2, et de prise en charge aussi de master, et notamment du master formation de formateur. Quand je suis arrivée à l'université de Lyon, je me suis aussi intéressée aux gestes des formateurs. Donc, mon propos, comme l'annonce le titre, je vous propose un plan en 2 parties et revenir avec vous pour qu'on ait pour partager nos références sur la question des gestes professionnels des enseignants, pour interroger dans un second temps nous intéresser aux gestes professionnels en formation. Alors, comme je vous propose de remonter à l'apparition de cette notion dans les années 2000,
notion qui s'est développée alors que le champ de la formation était, il y avait un usage accru de la terminologie, des compétences. Donc cette notion s'est développée pour redonner et reconnaître une place au sujet porteur de l'action, c'est-à-dire à l'enseignant, redonner et montrer le pouvoir d'agir de l'enseignant et notamment par le langage, à la fois le langage, son langage verbal, mais aussi son langage non verbal. Et comme les travaux de Dominique Buston, d'Anne Jorot le montrent, le corps de l'enseignant, le premier outil de l'enseignant, c'est bien son langage corporel et verbal. Donc, il y a eu plusieurs, je remonte, je développe des aspects sur les gestes professionnels que vous connaissez déjà. Le geste, c'est donc l'action, hein, le mouvement du corps de l'enseignant pour faire ou signifier quelque chose. Ce qui va nous intéresser, c'est non pas des exceptions où ces gestes sont pensés comme des actes techniques, comme des normes sociales, mais nous intéresser à des approches épistémologiques qui permettent d'appréhender la spécificité des métiers de la relation humaine, la spécificité du métier d'enseignant et la place justement du langage pour faire apprendre, comprendre, accompagner, évaluer, planifier et pour comprendre aussi comme le montre Dominique Buston ou Anne Jorot, cette multimodalité et ce multi-agenda professionnel qu'un enseignant expert ou qu'un formateur expert mobilise dans ses moindres faits et gestes. Alors, cette place du langage corporel, verbal autant que non verbal, on la retrouve chez de nombreux auteurs et des auteurs référents sur cette question. Je vous en ai listé quelques-uns avec la place du corps, de la proxémie, mais aussi donc du langage oral, écrit, des micro-gestes, du regard, de la voix. Et ce qui m'importe à travers ces différentes approches, c'est la dimension symbolique des gestes, ce qui est signifié aux élèves, aux formés, et comment les élèves et les formés vont-ils être touchés affectivement et par ces gestes. Je vous propose de revenir et de reprendre la lecture d'une transcription d'une séance d'un début de cours d'une jeune enseignante stagiaire en cycle 3. Et cette séance qui avait été filmée était proposée, elle avait fait l'objet d'un travail et d'une analyse croisée par l'équipe de l'ERTE, de l'équipe de recherche sous la direction de Dominique Buston, équipe de recherche à laquelle participait Anne Jorot et à laquelle j'étais conviée quand j'étais étudiante alors en DEA. Et ce début de cours, donc c'est cette analyse de ce début d'enseignement, ce début de cours met l'accent, c'est pour mettre l'accent sur cette place du langage et sur le fait que toute communication déjà court le risque de malentendus. Mais encore plus en classe, quand la parole est inégale, on sait de la topogénèse, les différences de place par rapport au savoir, la distance au savoir n'est pas la même, l'enseignant sait, le maître non, et il y a des renégociations du sens, des renégociations qui sont permanentes et des procédés de reformulation qui permettent une intercompréhension souvent partielle. Donc, je vous propose, puisqu'on s'intéresse au langage de l'enseignant, là au langage oral, et à partir de cette transcription, on est dépourvu de tout l'aspect paraverbal et la gestuelle, mais juste à partir de cette transcription,
Est-ce que on peut savoir, est-ce que si dans quelle discipline cette enseignante cherche à inscrire ses élèves et quel est l'objet de l'enseignement? Donc, je redonne le contexte. Ça se situe à peu près dans les années 2002. Une enseignante stagiaire et qui s'approprie des dispositifs qui sont préconisés en formation et qui accueille son tuteur dans sa classe et ce début de cours est filmé. Donc, je vous propose de lire, hein, de prendre connaissance ou de relire. Peut-être que vous connaissez et que vous avez déjà lu cet article, vous pourrez retrouver l'analyse qui est faite de ce début de cours dans la revue Repère. Je vous laisse prendre connaissance, si vous voulez bien, de cette transcription. Est-ce que quelqu'un parmi vous serait d'accord, peut-être Marie-Laure, de donner la voix aux élèves, à Camille et aux autres élèves, et moi je vais donner la voix à l'enseignante? Oui. Est-ce que vous accepterez? Oui. Je commence. Oui, oui, oui. On a regardé ce qu'il y avait sur cette carte. Celle que vous avez. Alors, qui peut me rappeler ce qu'on voit sur cette carte? Camille? Ben, on voit des traits et on voit des lignes. Et puis, il y a des numéros. Et puis, on voit plusieurs pays. On voit des numéros. Et qu'est-ce qu'on voit? Je ne t'ai pas entendu. Plusieurs pays. Plusieurs pays. Alors, Non, non, c'est des villes. est-ce que c'est des pays? Des villes. Non, Des villes. C'est des villes, oui, c'est des villes. Et les numéros, c'est quoi? c'est les Les cours. chiffres que tu vois. Bah, c'est les kilomètres qu'il faut faire. C'est le nombre de kilomètres, oui. La distance de... C'est la distance. Tout à fait, Yvon. C'est la distance qu'il y a. Et puis ça continue. Dans quelle discipline l'enseignante cherche-t-elle à inscrire ses élèves? Et puis, selon vous, quel va être l'objet d'enseignement? Je m'excuse, j'ai à vous solliciter. Ah, voilà, je n'arrivais pas à réouvrir le chat. Donc, ça y est, ce que je suis parvenue à faire. Je vois plusieurs réponses sur le chat et vous pouvez les lire vous-même. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour avoir prêté ta voix aux élèves. Donc, on voit des réponses à la fois géométrie ou mathématiques, point d'interrogation, grandeur ou mesure, mathématiques sur la proportionnalité, échelle de mesure, géographie. Je m'interroge sur les géographies en aide à comprendre les distances, lecture de cartes routières, calcul de longueur. Alors, effectivement, l'enseignante cherche à inscrire ses élèves en mathématiques et l'objet de l'enseignement va porter sur le calcul de la distance. Et on a un rappel de l'enseignante essaie de faire du lien avec ce qui s'est passé la dernière fois. Mais dans sa tâche, hein, dans la consigne qu'elle donne, c'est un appel à la description.
est-ce qu'on a regardé, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on voit sur cette carte? On voit que l'appel à la description au niveau du cadrage de la tâche, avec une carte de géographie derrière elle, laisse le flou sur la discipline dans laquelle les élèves vont être inscrits. Est-ce que c'est on est en géographie, d'écrire une carte et d'écrire ce que l'on voit sur une carte, et c'est faire appel plutôt à la discipline de géographie, alors que là, et on le voit dans toutes ces reformulations, les feedbacks, les retours qu'elle fait sur les propositions des élèves, ce qu'elle va valoriser. Ce ne sont pas la description des traits, des lignes, des pays, des villes, mais l'intérêt sur le calcul de la distance, à partir de la réponse attendue, les réponses qu'elle attend, c'est donc, les réponses attendues, c'est bien un intérêt sur les chiffres et puis après, pour le travailler, le calcul de la distance. Et d'ailleurs, un élève se ressaisira, ils vont les kilomètres, le nombre de kilomètres, et se rappelle, oui, le calcul de la distance, et l'enseignante valide après tout à fait le Et Rachida, effectivement, elle recentre ce qu'elle attend, mais elle a besoin de faire des reformulations par des feedbacks qui valident ou invalident les propositions des élèves. Peut-être que le cadrage de l'activité initiale n'était pas à faire comme un appel à la description de la carte, mais faire un appel et faire du lien avec l'objet de la séance ou positionner clairement les mathématiques au service, comme outil, au service que peuvent utiliser les géographes au service du calcul de la distance. Donc là, il y a des élèves qui, par la suite, ne seront pas ce qui est attendu d'eux. Il y a donc au niveau du cadrage, de l'appel à la description au départ, du cadrage qui est de l'activité, il y a ensuite l'enseignante se dit, quand elle se voit conduire cette séance, déstabilisée par les réponses des élèves parce qu'elle s'attendait à qu'ils remobilisent les apports de la séance passée beaucoup plus facilement et qu'ils se remémorent qu'ils étaient en train de travailler sur la culture le calcul de la distance. Tout à fait, dans les échanges, c'est bien là, il y a plus un jeu net. C'est tout le travail d'explicitation des enjeux de la séance, et donc là, quand on parle de pédagogie explicite aujourd'hui, de gestes d'explicitation, il y a un cadrage qui reste flou et donc il y a une intercompréhension qui est peu partielle. Pour certains élèves, elle se produira très tardivement. En même temps, c'est une enseignante stagiaire qui met en œuvre des dispositifs qui sont préconisés et c'est intéressant aussi de travailler. Elle travaille également à le développement de ces gestes professionnels, des gestes professionnels de début de cours. L'explicitation, bien sûr, Béatrice, je continue, viendra et puis pourra se compléter, viendra après. On peut se demander dans ces façons de répondre si elle peut mobiliser d'autres types de feedback. Là, comme vous le disiez, c'est des types de feedback où elle valide ou invalide dans ses reformulations les propositions des élèves. Donc, cette introduction en matière, en reprenant ce début de cours de cette enseignante stagiaire, c'est pour donc donner de l'importance et montrer toute l'importance qu'il y a à travailler le langage de l'enseignant, ce travail d'intercompréhension, de la qualité de l'intercompréhension dans la classe. Et je vais m'appuyer sur la définition du geste que donne Adjuro. Adjuro montre que le geste est un mouvement
corporelle qui s'appuie à la fois sur une intentionnalité en direction de l'autre, pas une intention forcément stratégique, mais derrière tout geste, il y a une visée, une intentionnalité de la part de l'enseignant et qui est dirigée vers un autre. Une valeur symbolique aux yeux de celui qui le fait, mais aussi aux yeux de celui qui le reçoit. Celui qui le reçoit, là, l'élève va être, et les élèves vont être touchés, les gestes vont créer un effet, une réaction chez les élèves à partir de la valeur symbolique que eux perçoivent dans ces gestes professionnels. Donc, ce qui vraiment m'intéresse dans cette définition, c'est à la fois la valeur, l'intentionnalité qui est portée par l'enseignant et la réception du geste par les élèves ou par le formé. On sait que les actes de langage des enseignants ont une valeur performative et que les tons, le ton de la voix, la posture physique, les effets, on parle d'effets perlocutoires de ces gestes, ont des conséquences psychologiques sur les élèves et qui ne dépendent pas forcément de l'intention de l'enseignant, mais de la réception du message par les élèves. Par exemple, lors de recherches en REP, quand certains élèves passent au tableau et qu'on demande aux élèves comment ils ont vécu ce moment-là, et qu'on croise le point de vue de l'enseignant avec celui des élèves, le point de vue de l'enseignant, c'est plutôt utiliser ce temps de passage au tableau qui sert un élève et l'ensemble de la classe pour aider comme étayage, pour retravailler avec cet élève des éléments qu'il n'aurait pas compris, pour accompagner son apprentissage, alors que l'élève, lui, le perçoit et peut le percevoir comme un effet de stigmatisation. Et parfois, une stigmatisation qui n'a rien à voir avec les savoirs en jeu, mais qui a à voir avec sa couleur de peau. Donc, une réception de l'élève qui peut être tout à fait d'une autre nature, même d'un autre, que l'intention qui était celle de l'enseignante. Derrière la réception, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans les gestes professionnels, dans les réceptions de chacun des élèves, est-ce que chacun des élèves se sentent considérés par l'enseignant, se sentent perçus comme des élèves capables d'apprendre. Et notamment les travaux que j'ai conduits en REP depuis que je suis arrivée sur Lyon, et à l'occasion d'une recherche qui était dirigée par Yves Rother sur l'écriture écrite comme dans la prévention du décrochage scolaire. À cette occasion, c'était donc en 2009, il y a des élèves qui disent qu'ils sont, on le sait, transparents pour les enseignants, l'enseignant pense qu'ils ne sont pas du tout capables d'apprendre et eux se pensent eux-mêmes comme incapables d'apprendre à l'école. Alors, et les élèves, souvent, quand on leur donne la parole, mettre en valeur certains gestes de certains enseignants où ils disent moi, avec eux, celui-là, il en veut pour nous. Il ne nous lâche pas. Il est tout le temps derrière nous. Et lui, avec lui, j'apprends. Donc, c'est des propos d'élèves et je suis d'autant plus sensible à cet effet sur les élèves depuis ces travaux et ces recherches conduites en REP depuis 2008
Je conduis de nombreuses recherches en réseau d'éducation prioritaire. Et également dans le cadre de l'enseignement inclusif, comment favoriser les apprentissages de tous. Cette approche des gestes professionnels chez notamment Anne Joureau, s'inscrit dans une approche épistémologique où elle réfère son travail et puis elle ancre sa distinction entre les gestes de métier et les gestes professionnels dans l'approche de Gebauer et Wolf, jeu, rituel et gestes. Et elle s'intéresse, et puis d'autres, la suite, à la question, à la fonction de la mimésis sociale dans cette transmission de gestes, dans leur fonction d'intégration sociale de ces gestes. Par exemple, je ne sais pas si la photo est suffisamment lisible à distance, la photo qui est sur la couverture de cet ouvrage. Cette photo présente donc une rencontre entre un groupe de jeunes filles et un groupe de jeunes hommes dans une rue d'Amérique latine. Cette rencontre n'est autre qu'un rituel, peut être lu comme un rituel de séduction. Et on peut être frappé par des mouvements corporels, des attitudes, des façons de s'habiller, des façons de tenir sa tête, de regarder, d'interpeller l'autre, qui sont des façons de faire assez proches, on dirait presque un mouvement de danse, une chorégraphie, avec des façons de se tenir, de regarder vraiment très proche. Donc là, il y a vraiment cette photo donne à voir cette fonction de mimésis sociale, de reproduction, non pas à l'identique, mais de reproduction de façon d'être, de façon de faire, dans des rituels. Et il est montré que on incorpore ces façons de faire, ces façons d'être, parce qu'on est touché par la force symbolique de ces gestes dans ces rituels. Donc, on intègre ces gestes parce qu'on est touché par eux symboliquement, affectivement, dans le vécu de ces rituels. On les incorpore, on les incarne, mais on les transforme. Le processus mimétique n'est pas une reproduction à l'identique, mais il comprend un processus créatif. Cet ancrage dans cette approche anthropologique nous permet de nous interpeller parce que le métier, nous sommes confrontés au corps de l'enseignant dans la classe depuis notre plus tendre enfance. Nous sommes confrontés et nous incorporons très certainement, et on le voit, des gestes, des façons de faire de façon aveugle. Donc, comment aussi conscientiser et puis toutes les façons de faire que l'on a incorporées, des gestes de métier que l'on a incorporés, parce qu'on assiste à des rituels et on est touché par des gestes d'enseignants depuis notre plus jeune âge. Je m'appuie sur la différence entre gestes de métier et gestes professionnels que développe Anne Joureau. Les gestes de métier sont des gestes qui sont codifiés, qui appartiennent à la mémoire d'un métier, qui donnent le genre de l'activité à un temps donné. Alors que le geste professionnel va montrer la professionnalité de l'acteur, son style, la mobilisation d'une expertise, d'une déontologie. Il a un effet, on va remarquer son effet performatif. Quand on reprend aussi les travaux de Dominique Bucheton et d'autres, ajustés aux situations, aux acteurs.
Donc, le geste de métier est du côté du genre. Du genre, si on se réfère à Yves Clos, le geste professionnel serait davantage du côté du style, mais en regardant la professionnalité de l'acteur, ses valeurs, son aspect performatif, il est marqué par son efficacité. Dans le chat, je peux lire, Mathieu, que le geste a aussi une incidence sur le groupe classe, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une question qui est très importante pour moi. Donc, il est adressé à un élève, mais aussi à un groupe. Et donc, il va y avoir des co-constructions d'une culture de la classe, une socialisation permise ou pas par les gestes des élèves, de l'enseignant. Je vous propose de revenir de faire un parcours grâce à des photos sur l'évolution de nos gestes de métier. Évolution puisque ces gestes de métier peuvent nous habiter encore de façon aveugle, même si le genre du métier change, et puis aussi pour questionner l'évolution du genre du métier. Donc là, ce parcours que je vous propose, il est essentiellement fait de photos que j'ai pu recueillir sur Internet et donc et qui donnent à voir certains gestes emblématiques du métier et les variations de ces gestes selon les époques. Par exemple, on peut regarder et identifier ce geste comme le geste de demande de parole, qui peut être un des gestes emblématiques du métier et qui en même temps ne se retrouve pas dans toutes les pratiques pédagogiques. On voit que dans certaines formes d'enseignement, on n'a pas cette présence du geste de demande de la parole, alors que par exemple avec la médiation de bâtons de parole, avec une circulation de la parole qui est régulée tout à fait d'une autre façon. Tout à fait, le geste est culturellement marqué et c'est ce qu'on va essayer de lire à travers les photos que je vous propose maintenant. Culturellement, il marque les valeurs d'une époque. Par exemple, si je vous propose ces photos, on peut voir des gestes d'ostensif, de monstration d'un savoir qui semble sacralisé, avec des postures partagées tant chez l'enseignant et partagées des attitudes du corps, du regard, chez l'enseignant et chez les élèves. Les gestes de métier sont porteurs d'un héritage culturel. Ils sont marqués justement culturellement, porteurs des valeurs d'une époque. On peut voir l'évolution du genre du métier à travers toujours ce geste de copie du texte du savoir. Et puis, on peut voir sur la droite, peut-être, on peut lire ce geste comme un geste de questionnement avec une ouverture de l'enseignant aux échanges avec les élèves. Tout à fait, Marie-France, je lis dans le chat, gestes et outils professionnels. C'est intéressant de regarder la continuité entre et de regarder les gestes, le langage du corporel, verbal, comme étant le premier outil de l'enseignant, mais aussi tous les autres outils de l'enseignant et comment il utilise le tableau, ce qui est écrit au tableau. Nous allons voir, donc là, par exemple, là aussi, des gestes où l'enseignant demande aux élèves de passer au tableau avec donc un développement
d'exercices et d'accompagnement de la résolution des exercices par le maître au tableau ou simplement de vérification de ces exercices. Donc là, peut-être que ces gestes, on peut dire qu'ils se développent avec le développement de classes dialoguées. Mais comme le montre Dominique Bucheton dans son dernier ouvrage, les classes dialoguées n'ont trop souvent que leur nom de dialoguer. Le temps de parole magistral de l'enseignant est de 50% en école élémentaire, de 70% au collège. Les professeurs questionnent, un élève répond, le professeur valide ou invalide. Et là, on peut se demander comment la posture de l'enseignant, est-ce que c'est une posture de vérification, de contrôle, pour validation ou non de l'activité de l'élève. Dans la photo du bas, on a tout à fait une autre forme d'investissement du tableau et de place de l'enseignant. Il semble que dans cette classe, le tableau soit le lieu de l'élaboration d'une démarche. Et d'ailleurs, on voit que les outils sont tout à fait différents. Que l'aménagement de la classe est très différent. Comme geste emblématique en même temps du métier et de genre, et on va voir l'évolution du genre du métier, le geste, l'enseignant aussi suit non pas au tableau la résolution de l'exercice de la part des élèves, mais suit cette résolution dans des scènes plus individuelles. Mais là encore, l'enseignant peut suivre et avoir des prises d'indices quant à la production qui est réalisée par les élèves. Est-ce qu'elle est conforme à ses entendus ou non conforme? On voit se développer dans ce que l'on peut voir comme présentation sur Internet de l'activité de l'enseignant, on peut voir se développer des scènes duales avec une plus grande proximité corporelle, avec des enseignants qui se mettent au niveau des élèves, et des regards de l'enseignant qui interroge, une posture corporelle hein, qui se fait plus proche avec des gestes que l'on peut identifier peut-être comme étant des gestes d'écoute. Des gestes, on peut se demander s'il n'y a pas là des gestes d'étayage, de soutien davantage aux apprentissages, d'écoute d'une démarche en cours. On peut peut-être émettre des hypothèses sur ces gestes-là comme étant des gestes qui se développent, des gestes d'écoute de la démarche des élèves qui se développent. Tant sur les scènes individuelles que sur des scènes de groupe. Par exemple, là, ce sont 2 photos issues de mon travail de thèse où des enseignants en 2002 s'essayaient et puis cherchaient à développer des gestes d'accompagnement de la lecture littéraire des élèves, d'accompagnement de débats interprétatifs, mais il y a des gestes d'accompagnement de débats en sciences. On trouve de nombreuses attitudes et organisations de la classe, des outils de l'enseignant comme favorables à cette écoute, à cette recherche de compréhension et d'accompagnement de la démarche ici de lecture des élèves. On peut identifier là aussi une mimésis corporelle entre les attitudes de l'enseignant, la posture et les attitudes des élèves. Ces gestes étaient jusqu'alors assez inédits. Il y a vraiment cet accompagnement de la parole dans des débats interprétatifs ne faisait peu partie d'un genre de métier. Il y avait des gestes professionnels à construire. On peut aussi
interroger l'évolution du genre du métier. Par exemple, vous parliez, Marie-France, des outils aussi emblématiques, des gestes qui semblent avoir disparu, avec donc des châtiments corporels ont bien évidemment disparu des classes alors qu'ils faisaient partie d'un genre de métier et d'une culture et d'une époque. Les punitions, les humiliations avec les outils tels que le bonnet d'âne, mais pour autant, euh, Pierre Merle montre que des gestes d'humiliation n'ont pas disparu des classes. Il montre que ces gestes prennent d'autres... peut-être n'ont pas du tout la même nature, mais l'élève humilié, un espace de non-droit, montre que dans l'interaction et puis langagière, des élèves reçoivent certains discours, certaines paroles de l'enseignant comme des paroles humiliantes. Donc, il y a encore des perceptions de certaines façons d'être, de faire, d'absence de considération, comme étant des façons perçues par les élèves, comme étant des façons de les exclure ou de les humilier. Peut-être alors que l'enseignant, ce n'est pas du tout l'intention de l'enseignant, hein, mais dans la perception, la réception de certains gestes des élèves, il y a des élèves ne se sentent pas trouver leur place et considérés par l'enseignant. Concernant l'évolution du genre du métier, quand à travers cette rétrospective en images est très rapide et très caricaturale, les gestes traditionnels de l'enseignement reflètent une posture de contrôle, une posture de transmission d'un savoir. Et quand on regarde la catégorisation des postures de Dominique Bucheton, on voit des postures, un élargissement des postures, et notamment avec la place faite notamment aux postures d'étayage, aux postures d'accompagnement, qui sont des postures qui m'intéressent tout particulièrement. Pour permettre à tous, au plus grand nombre, d'accéder aux apprentissages, de s'inscrire dans les disciplines. Dominique Bucheton, je vous redonne sa définition, c'est une posture est un schème, une structure préconstruite de manière de faire pour répondre à une tâche, de penser, de dire, de faire qu'un sujet convoque en réponse à une situation donnée. Aujourd'hui, on voit que les postures apparaissent, il y a un plus grand nombre, donc une plus grande flexibilité sûrement posturale est nécessaire pour enseigner aujourd'hui. De nouveau, est-ce que ces gestes, cette évolution des gestes de métier, cette évolution des postures, est-ce que c'est une évolution à prendre de façon normative ou peut-on appréhender cette évolution de façon réflexive? Et quels sont les enjeux à lire dans cette évolution des gestes de métier? De nouveaux enjeux pour la formation, pour l'enseignement. On sait, vous le savez aussi bien que moi, que l'école peine dans son enjeu de démocratisation, que l'école française est des plus inégalitaires. Comme le montre, entre autres, Dominique Bucheton, on est face à des limites d'un enseignement normatif, applicationniste, des limites d'une école qui classe, qui sanctionne, qui exclut. Et il y a à repenser les langages pour penser, apprendre à apprendre ensemble, à penser ensemble. Et donc, il y a des gestes professionnels à développer.
j'en viens à revenir sur les dimensions qualitatives de ces gestes professionnels. On a vu qu'ils montraient la professionnalité de l'acteur, son style professionnel, et qu'ils avaient une dimension performative, qu'ils étaient marqués par l'ajustement aux situations et au contexte et aux élèves ou aux formés. Ils sont irrigués par les dimensions biographiques, par les dimensions du sujet, par celui qui les mobilise, et ils sont situés. Anjuro présente les dimensions qualitatives qui vont marquer justement cet aspect performatif des gestes professionnels. Quand il s'ouvre, il y a un ajustement postural. Le geste professionnel peut s'ouvrir au développement de la séance. Il y a un sens du moment opportun où l'enseignant se saisit du moment pour apporter le feedback adéquat. L'enseignant qui s'ouvre à un élève autre que celui qu'il a pensé. Il comprend l'élève et dans sa façon de raisonner, de pouvoir recevoir le geste qui est le sien autrement de ce que celui qu'il a prévu. C'est le sens de l'altérité. L'adresse du geste, c'est aussi bien, le geste est adressé. Est-ce qu'il est adressé au savoir? Est-ce qu'il est adressé à un élève, aux bons élèves? Ou est-ce qu'il est adressé à tous les élèves? Est-ce qu'il est adressé à un collectif? Pour le travailler, la question se pose de cet ajustement de la formation à l'ajustement, peut-on former à l'ajustement des gestes alors qu'ils sont toujours situés? Il y a un levier qu'on a pu éprouver lors des recherches collaboratives et notamment de travailler sur les tensions éprouvées par les enseignants, les dilemmes qui sont les leurs et dont ils prennent conscience en reprenant leurs gestes professionnels avec le chercheur ou avec le formateur. Donc, pour la prise de conscience des recherches d'équilibre au cœur même des gestes professionnels. Je vois Béatrice qui interagit dans le chat. Les gestes professionnels ne sont-ils pas aussi étroitement associés aux conditions d'enseignement allouées? Tout à fait. De moins en moins d'heures, de plus en plus d'élèves par les classes, des profils de plus en plus divers, de sentiments d'insécurité des enseignants. Bien sûr que les conditions sont très importantes, mais comment les enseignants font avec ces conditions? Comment perçoivent-ils des ressources ou pas? C'est aussi la question de l'affordance. L'affordance, c'est comment je vais percevoir et utiliser des ressources qui pourraient être à disposition. Qu'est-ce que je peux en faire dans les gestes pour faire en sorte que mes gestes professionnels soient le plus ajustés aux élèves. Et bien évidemment, les représentations et les gestes, les représentations du métier, les gestes associés à ces représentations et ceux qu'on a incorporés de façon aveugle et toutes nos croyances aussi sur les façons d'être performants, comment les mettre à l'épreuve des terrains et des situations. Dans mes travaux, je me suis intéressée aux gestes professionnels, comme Marie-Laure vous en a dressé, vous l'a présenté, qui permettent le développement de la lecture littéraire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder les gestes professionnels qui permettent le développement d'une communauté d'apprentissage, qui permettent de reconnaître les sujets apprenants et de reconnaître l'intérêt de chacun pour l'apprentissage collectif. Comment l'enseignant joue un rôle de médiation entre les différents élèves pour
permettre à chacun de bénéficier des apports des autres, même de ces difficultés à comprendre, parce qu'on sait très bien que quelquefois, très souvent, les difficultés des uns, quand elles sont exprimées, clarifiées, deviennent les leviers pour une meilleure compréhension, une meilleure appropriation de tous. Donc, en lecture littéraire, en grammaire, et là, c'est l'étude des façons de faire d'enseignants à partir de ce qu'en disaient les élèves, les enseignants qui favorisaient leur accrochage disciplinaire, eh bien, c'était en grammaire une enseignante de REP de sixième qui pratiquait une dictée négociée et c'était plébiscité par tous les élèves, par le grand nombre d'élèves. Et alors, d'élèves qui, par ailleurs, décrochaient et étaient très souvent absents. Et là, ils assistaient et ils étaient tous présents pour ces phrases du jour où l'enseignante pratiquait une dictée négociée ou un retour. Vous dites c'est tout à fait ça, Mathieu, c'est important, le statut de l'erreur, et où chacun des élèves pouvait expliciter sa démarche, comprendre son erreur, et cela participait à la compréhension de tous et à l'acquisition d'une grammaire plus descriptive chez l'ensemble des élèves. Excusez-moi. Mais aussi récemment, on a conduit une recherche avec plusieurs enseignants. On était une équipe, je coordonnais une équipe de 9 chercheurs à la demande d'un réseau d'éducation prioritaire sur la question, ils nous avaient sollicité sur la question des gestes bienveillants dans le REP, et nous sommes intéressés à la question de la place de l'évaluation informelle, la place des feedbacks et quand est-ce que les feedbacks, les façons d'accompagner les retours de chacun et de tous permettaient le développement de processus réflexifs, de processus métacognitifs, de permettre aux élèves de donner du sens. Je vois, Pascal, dans le cadre de l'école inclusive, vous donnez certains gestes professionnels, ne deviennent-ils pas des gestes de métier du fait des formations qui s'appuient sur le registre des valeurs inclusives, bien sûr. Et on voit bien que des gestes, alors là, c'est la dynamique, on peut revenir sur la dynamique entre genre et style, où le développement de certaines pratiques par les enseignants vont devenir des gestes de métier. Mais les gestes de métier apparaissent davantage normatifs, c'est le genre du métier, alors que il va falloir s'intéresser à ce qui va permettre l'ajustement, l'aspect vraiment performatif en situation de ces gestes-là. On reviendra sur cette question, Pascal, si vous voulez bien, un peu plus tard. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, comment les enseignants accompagnent la circulation des postures apprenantes. On parle de posture première, de posture réflexive. Ce n'est pas dans la valorisation des postures réflexives, mais c'est dans l'écoute de chacun et l'avancée de la classe que ces postures peuvent circuler. Quelques premiers résultats que j'ai pu dégager des travaux que nous avons conduits collectivement dans l'engagement du sujet dans ces gestes professionnels. Les gestes sont portés par une intentionnalité, par des dimensions symboliques. C'est que l'aspect performatif dans les gestes professionnels, c'est vraiment l'engagement de l'enseignant dans essayer de faire réussir tous les élèves, même dans les conditions, comme on le voit, les plus difficiles. Et les conditions de plus en plus difficiles que rencontrent les enseignants.
la dimension éthique, hein, ça donne à voir justement des dimensions éthiques où ces gestes incarnent le postulat d'éducabilité cognitive de tous. Des questions de retenue évaluative dans le sens de la retenue, de la validation, de la bonne réponse pour l'accompagnement, la mise en débat, la mise en lien des différentes propositions pour permettre à la classe de développer un processus réflexif collectif avec des gestes de médiateur, des gestes de reconnaissance de l'activité, d'apprentissage de chacun et d'inscription dans une communauté apprenante. Vraiment, ça a été frappant dans la recherche sur les gestes professionnels d'accompagnement du débat littéraire quand les enseignants parlaient de leur plaisir avec les élèves de partager cette lecture du texte, de partager et chacun et elle disait, mais c'est aux élèves, ce que je vis, c'est comme quand je vis un échange sur un texte littéraire. Je fais partie d'un cercle de lecteurs à l'extérieur. Je prends autant de plaisir avec vous, lecteurs. Vous m'apportez également une autre lecture du texte. Je suis également enrichie. Par exemple, chaque élève était inscrit dans la communauté de lecteurs, mais elle permettait d'inscrire dans d'autres, au-delà de la communauté de lecteurs, dans d'autres communautés de lecteurs, les élèves. Les enseignants disent, quand ils disent leurs gestes ajustés, ils disent qu'ils sont alors présents à eux, au savoir, mais aussi aux autres. Cette prise en compte de la altérité, ça demande de l'autre d'être présent vraiment à l'autre, d'être disponible pour les autres. Un élément aussi, c'est l'amplitude des gestes professionnels. Et en fait, c'est par exemple des recherches sur un débat interprétatif conduit dans un cycle 3 et une traduction de ce débat en IM-Pro avec des élèves et notamment ayant des troubles autistiques des jeunes filles sur un même texte littéraire et les enseignantes échangeant sur leurs gestes professionnels. En fait, l'amplitude de leurs gestes envoyait c'était la dimension éthique des gestes et ces gestes se trouvaient configurés de façon différente, mais étaient portés par de mêmes valeurs et se trouvaient avoir des traductions différentes, des configurations différentes. Comme résultat, je voudrais pointer le rôle des recherches collaboratives qui ont favorisé le développement de gestes professionnels et des enseignants. Donc, ça suppose des conditions favorables au développement des gestes professionnels où nous avions un même enjeu, c'est identifier, objectiver des gestes professionnels, favoriser leur développement et cette posture qui est celle des chercheurs qui accompagnent le développement des gestes professionnels est favorable à leur développement. S'intéresser à ces gestes professionnels suppose de revenir sur leur dimension enchâssée dans un même tour de parole, ou à la fois dans la parole et le non-verbal. On le sait, vous le savez aussi bien que moi, il y a de multiples préoccupations qui sont enchâssées. C'est là où des configurations de gestes professionnels peuvent se trouver plus ou moins ajustées aux situations. Par exemple, quand un enseignant propose une tâche de résolution de problème et qu'il se pose comme une tour de contrôle à côté de l'élève, l'élève se trouvera ne pas pouvoir engager une activité cognitive
parce qu'il aura peur du contrôle de l'enseignant. Donc, il est important dans à la fois les tâches proposées, mais l'atmosphère, les formes d'étayage, comme le montre Dominique Bucheton, les formes de mise en lien, d'explicitation, sont favorables à l'ajustement des gestes. Donc, s'intéresser aux gestes professionnels suppose de regarder l'enchâssement des différentes préoccupations. D'où une autre matrice, c'est celle d'Anne Jorot, où on peut retrouver des dimensions assez comparables avec les gestes d'ajustement de l'action, c'est ajustement du pilotage, les gestes langagiers qui sont les gestes d'étayage, peut-être les gestes éthiques qui renvoient aux gestes d'atmosphère, les gestes de mise en scène du savoir étant au cœur les gestes qui ont à voir avec l'institutionnalisation du savoir, le rapport au savoir. Je regarde mon temps, Marie-Laure, où est-ce que j'en suis, parce que je ne me suis pas tout à fait calée. Je suis calée par rapport au programme et pas par rapport au temps qui m'a imparti. Mais je pense que je suis en train d'exploser mon temps. Terminer la partie sur les gestes professionnels, puisque... Les enseignants, et puis on ouvrira, je vous remercie et je ne veux pas monopoliser l'ensemble de votre temps. Et on voit bien combien ce que l'on prévoit seul, je me suis chronométrée, je disposais du temps. Et quand on est dans l'explicitation et la reformulation, on prend beaucoup de temps, excusez-moi. Donc, cette approche travailler sur les gestes professionnels des enseignants suppose des constructions d'outils, d'enregistrement, puisqu'on s'intéresse au langage verbal, non verbal, audio, vidéo. Suivi, il est important de comprendre l'implicite, accéder à une compréhension de ce qui se passe, ce qui se joue. Arriver à l'intentionnalité de l'enseignant suppose de conduire des entretiens auprès de l'enseignant, des entretiens classiques, post ou d'autoconfrontation. Travailler suppose de travailler sur le grain fin, hein, l'ajustement suppose de travailler sur les transcriptions. Voir et regarder les configurations des gestes professionnels suppose des approches comparatives, peut-être longitudinales, parce qu'on sait bien que la dynamique des gestes ne se voit pas dans une séance à un temps T, mais et se construit, évolue au cours du temps. Et suppose de développer une approche compréhensive, non pas que par la saisie d'une vidéo et de son analyse, mais suppose de travailler avec, dans une posture de retenue, d'enquête ethnographique. Les analyses, la parole du chercheur, quel est le statut qu'on lui donne, celle de l'enseignant, des formateurs, des élèves, l'intérêt des analyses croisées, l'intérêt de donner la parole à celui qui reçoit les gestes, donc aux élèves, aux formés. J'ouvre souvent en formation par la question en quoi la construction d'une analyse, d'une expertise d'analyse des gestes professionnels peut être utile au formateur. À quelles conditions? Est-ce qu'elle peut nuire? Est-ce qu'elle peut ne pas être utile au formateur? Je vais terminer là-dessus pour vous donner la parole. Donc là, attention aux écueils technicistes où les modélisations qui sont produites deviendraient des modélisations normatives et puis sur le travailler et former sur de bons gestes professionnels, mais ce qu'il est important, c'est d'apprendre à objectiver les gestes professionnels et essayer de comprendre, d'observer d'où vient l'efficience de certains gestes professionnels ou alors, au contraire, le fait que certains gestes professionnels ne produisent pas les effets, certains gestes ne produisent pas les effets voulus.
apprendre à analyser ce grain fin qui est le grain qui est nécessaire, où se joue justement cette efficience. S'intéresser à des situations typiques des difficultés rencontrées par les enseignants débutants, s'intéresser aux gestes dans les contextes sensibles, dans les contextes inclusifs, enfin, former à comprendre comment l'enseignant fait son métier dans le détail de ses gestes, comment la situation se co-construit avec les élèves, questionner la réception des gestes par les élèves dans une approche vraiment compréhensible. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur quelques propositions, par exemple, de formation aux gestes professionnels que je mets en œuvre, par exemple. Et je vous donne la parole et vous remercie. Je viens me brancher, mais c'est pas elle. Est-ce que... Merci Hélène pour ce parcours depuis les gestes de l'enseignant et cette ouverture vers les gestes professionnels, cette attention au grain fin des analyses auxquelles vous nous sensibilisez et cette attention à la parole des élèves qui nécessite une interprétation qui est aussi un geste professionnel que vous avez travaillé. Alors, dans la conversation, on voit certaines réactions auxquelles vous voulez peut-être répondre, Hélène. Béatrice s'interroge sur cette question enseignant débutant ou non. Intéressant de montrer des enseignants aguerris en difficulté. Rien n'est jamais acquis. C'est une situation que certains d'entre nous peuvent vivre en ce moment. Et j'ai eu, pour ma part, à suivre un mémoire de CAFA où l'enseignant suivait un stagiaire et rencontrait lui-même des difficultés dans sa classe de seconde et faisait entrer son stagiaire dans sa classe pour en parler. Il me semblait que ce type de démarche n'était pas si courant et participait peut-être à une évolution également de posture de formateur. C'est tout à fait intéressant le témoignage qui est le vôtre. Et effectivement, vos questions sont la question que pose Béatrice est tout à fait pertinente. Parce que comment, quand on travaille, par exemple, en cercle vidéo, à partir de vidéos, par exemple, d'enseignants aguerris, d'enseignants qui ont des expertises, on ne crée pas une distance qui est impossible pour le débutant. C'est-à-dire, c'est des gestes que le débutant peut voir comme impossibles, inaccessibles, qui ne sont pas dans son seuil de possible. Travailler avec les difficultés que rencontrent les enseignants. Et puis aujourd'hui, quand on est enseignant ou formateur, ce qui est important, c'est aussi la posture d'humilité. Et le concept de professionnalité émergente peut être renvoyé à rien n'est jamais acquis. Parce qu'on sait bien qu'on peut avoir des situations de formation qui fonctionnent très bien avec la plupart des formés, et puis un jour, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je n'ai pas appréhendé
l'écart qu'il y avait entre mon propos et les possibilités de réception de ce propos par les formés. Donc, en REP, par exemple, la possibilité de certains élèves de rentrer dans les attentes d'être enrôlés par l'enseignant. Et certains enseignants, là, en l'occurrence, par exemple, des enseignantes avec lesquelles on a travaillé pendant 3 ans, qui montrait un professionnalisme vraiment très intéressant avec des élèves de REP, aujourd'hui se trouve en burn-out. Le niveau d'exigence et le niveau de développement des gestes professionnels qui étaient les siens et le niveau d'attente envers elle-même, hein, son niveau d'exigence a fait que dans le contexte du Covid, dans le contexte, il y a un départ du chef d'établissement. Dans ce contexte-là, la qualité, elle ne pouvait plus mettre en œuvre des gestes qualitatifs et se retrouvait extrêmement en difficulté au point de ne plus se reconnaître comme enseignante compétente. Donc, Béatrice, hein, cette question de l'enseignant débutant, de l'enseignant aguerri, mais aguerri, eh bien, il peut se retrouver en difficulté avec des variations de contexte. Essayer de comprendre, donner la parole aux élèves aussi sur ces façons de faire. Comme vous le dites, Marie-Laure, à la fin d'un temps de formation, à la fin d'une séance avec des élèves, on peut proposer un échange où on fait un retour sur le vécu de la séance. Et on apprend aussi beaucoup sur les réceptions de ce qu'on a proposé et le sens que les élèves ou les formés donnent à ce que l'on a proposé. Je ne sais pas si c'est clair quand, bien évidemment, la parole est libre et qu'elle n'est pas évaluée, que les élèves sont autorisés à dire leur vécu et qu'il y a vraiment un temps intersubjectif où les élèves ou les formés disent leur vécu et l'enseignant ou le formateur eh bien, dit quelles étaient ses intentions et explicite, et non pas justifie, mais explicite ses choix. Et peut-être il y a là aussi des clarifications des enjeux didactiques. Je réponds ainsi à une question qui m'a été posée sur l'explicitation peut être aussi en fin de séance. Donc, travailler à partir des dilemmes du formateur, du dilemme de l'enseignant, parce qu'il y a là, et travailler aussi grâce à des groupes, des collectifs avec où on croise les propositions, on apprend beaucoup des autres, des idées des autres, et on se les approprie aussi. On en fait. Je monopolise encore la parole. Oui. Voilà, la conversation se poursuit parallèlement avec l'intérêt de la dimension historique de ces gestes qui sont collectivement construits. Et dont vous avez rappelé l'incorporation, hein, parfois aveugle, mais qui peut être conscientisée précisément avec ces contrastes entre époques. Et puis Véronique qui a une question qui la taraude, celle du lien entre la dimension transversale du geste professionnel et la dimension spécifique disciplinaire, la place du savoir, le lien avec les apprentissages effectifs. Alors, qui est une question qu'en tant que didacticien, effectivement, nous rencontrons régulièrement. Pardon. Véronique voudrait peut-être
Non, juste pour compléter, vous avez dit que l'un de vos cadres de référence, c'était Sens et Vie, donc avec sa théorie de l'action conjointe en didactique, hein, topogénèse, chronogénèse, mésogénèse. Lui, justement, il étudie les gestes professionnels à la lumière de l'évolution du savoir, donc sur ces trois plans-là. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est une question que je me pose depuis d'ailleurs toujours, mais que je n'ai pas répondu, hein, c'est comment faire le lien entre cette dimension que l'on étudie avec Bucheton, Jorot, vous-même, etc. Et cet aspect spécifique du savoir réellement travaillé, acquis, est-ce que vous avez réfléchi à ce lien qu'on pourrait faire, le lien avec la discipline et les contenus disciplinaires? Bien sûr. Dans mon approche, la discipline et les contenus disciplinaires sont extrêmement présents, notamment quand j'ai pu travailler, quand j'ai travaillé sur les gestes professionnels d'enseignement de la lecture littéraire. C'était vraiment avec une approche, une évolution de la conception de la lecture littéraire. Quand je m'intéresse à ces gestes de l'enseignante dans l'accompagnement de l'activité grammaticale des élèves, c'est aussi avec une évolution en croisant avec l'évolution des savoirs disciplinaires. Donc là, cette approche disciplinaire est cruciale. Ça n'empêche pas de travailler sur des aspects transversaux et des dimensions transversales des gestes professionnels quand dans des approches comparatives. Je trouve qu'il est très intéressant de croiser et de travailler les gestes professionnels grâce à une méthodologie qui permet de regarder et de comparer des façons de faire. Et que là, par exemple, dans l'enquête sur culture, écrite et prévention du décrochage scolaire, il y avait des dimensions transversales de gestes professionnels entre l'enseignant de SECPA qui conduisait une séance en histoire et l'enseignant qui conduisait une séance de grammaire. Et c'était cet engagement, par exemple, hein, cet engagement pour chacun et pour tous et la dimension éthique des gestes, mais l'approche disciplinaire, la place du savoir est tenue et les matrices de Jorot et de Bucheton les tiennent. La matrice de Jorot pointe la dimension du savoir comme un des axes et celle de Bucheton est au cœur. Je ne sais pas si j'ai répondu, Véronique, à votre question, mais c'est important de regarder effectivement l'aspect spécifique du savoir, comment il est traité, quelle est la spécificité du savoir en jeu dans cette situation. Merci. C'est vrai, si je me permets de prolonger votre propos, que dans l'accompagnement d'un débutant, parfois on s'interroge si le geste n'est pas contraint, parfois limité en quelque sorte par des incertitudes sur la nature ou les objectifs du savoir enseigné. Et c'est parfois difficile aux formateurs de voir par où prendre la question. Est-ce qu'elle est à prendre à partir de cette limitation perçue ou à partir du geste qu'il a traduit? Et, ou alors, peut-être, je me permets d'interagir avec vous, ou alors peut-être par rapport à la pertinence de son geste dans une certaine acception du savoir.
Donc, il peut mobiliser une professionnalité qui est un des gestes qui sont cohérents avec une certaine acception du savoir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut penser aussi la lecture littéraire, par exemple, différemment, et alors ça suppose peut-être d'autres gestes professionnels. Et derrière mon intervention, c'est reconnaître une professionnalité acquise, c'est reconnaître c'est une appropriation d'un genre de métier qui est cohérent avec un certain type de savoir, de conception du savoir. Mais peut-être que là, il est important d'élargir et on va voir ensemble, ça donnera d'autres possibles, ça ouvrira d'autres possibles à ce jeune ou à ce professionnel en formation continue. Derrière, c'est comment reconnaître ce qui est mis en œuvre et en même temps ouvrir de nouveaux possibles. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette conférence extrêmement stimulante et qui va nourrir aussi les ateliers qui vont maintenant pouvoir commencer.